Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué c'est quoi le sous-groupe d'un groupe qui est engendré par une partie. On l'a noté par GR de A, où A est une partie d'un groupe G. C'est le plus petit sous-groupe de G qui contient A. Plus petit au sens de l'inclusion, donc je vous laisse un lien dans la description pour aller voir cette vidéo si vous l'avez pas fait. Dans le cas où la partie grand A est réduite à un élément, donc le groupe engendré par cet élément-là, ou par le singleton plutôt en fait, est un certain sous-groupe du groupe G. Et donc il a une certaine cardinalité, il peut être soit fini, soit infini. Donc le nombre de ces éléments, sa cardinalité, s'appelle l'ordre de A. Donc l'ordre de A est la cardinalité du groupe engendré par A si ce groupe est fini et infini sinon. Si ce sous-groupe contient une infinité d'éléments, je dis que l'ordre de A est infini. Donnons quelques exemples. Dans C étoile, donc par défaut je vois C étoile, je sais que c'est muni de la multiplication, parce que C étoile avec plus, ce n'est pas un groupe, mais C étoile avec la multiplication c'est un groupe. Donc je sais par défaut, si rien d'autre n'est indiqué, que la loi considérée sur C étoile est la multiplication usuelle de nombres complexes. Donc je dis ici que les éléments d'ordre fini sont les racines de l'unité. Donc il y a deux choses à démontrer. Si un élément est d'ordre fini, il est racine de l'unité, et si la racine de l'unité, il est d'ordre fini. Voyons. Commençons par un premier sens. Je prends un z d'ordre fini. Montrons que c'est une racine de l'unité. Donc je dois trouver un certain entier naturel n, non nul, tel que z à la puissance n égale 1. Ça veut dire quoi que z est d'ordre fini? Ça veut dire si je prends le sous-groupe engendré par z, il a un nombre fini d'éléments. Donc de ce sous-groupe, il contient z, bien sûr, et puis je dois voir ce que je dois ajouter ici pour tomber sur un groupe. Donc si c'est un groupe, il doit être stable par la loi fois. Donc comme il contient z fois z, c'est-à-dire z au carré, il doit contenir z au cube, il doit contenir z à la puissance. Ça doit contenir toutes les puissances de z. Mais aussi 1, ça doit contenir z moins 1 sur z, et toutes les puissances de 1 sur z. Si je prends tous ces éléments-là, ça forme un sous-groupe de C étoile, qui est le sous-groupe engendré par z. Maintenant, je dis que z est d'ordre fini, donc ce sous-groupe doit être fini. Donc je regarde ici la première ligne. Il faut écrire une infinité de choses là-dessus, toutes les puissances de z. Mais dire que le groupe est fini, c'est-à-dire que tous ces éléments ne sont pas de z distincts. Donc il y a des éléments qui figurent sur cette première ligne et qui sont égaux. Donc je peux dire qu'il existe un P et Q, deux puissances P et Q, avec P plus petit que Q, avec Z à la puissance P égale Z à la puissance Q. Si c'est pas le cas, alors tous les éléments de la première ligne sont de Z distincts et voilà, le sous-groupe est infini. Ce qui contredit l'hypothèse. Mais si ZP égale ZQ, ça donne quoi? Que Z à la puissance Q moins P est égal à 1. Je veux trouver un n strictement positif tel que z à la puissance n égale 1, voilà, je prends n égale q moins p. J'ai trouvé une puissance de z qui donne 1, et je peux dire alors que z est racine de l'unité, dès que z est d'ordre fini. Réciproquement, si je prends z racine de l'unité, pour un n donné, donc n fixé, n strictement positif, donc n dans n étoile, et je veux montrer que l'ordre de z est fini. C'est-à-dire que le sous-groupe engendré par z ne comporte qu'un nombre fini d'éléments. Donc ce sous-groupe engendré par z, il doit contenir z, il doit contenir bien sûr 1, parce que c'est l'élément unité, l'élément neutre du produit, il doit contenir les puissances de z, donc ça doit contenir z2, z3, etc., z à la puissance n-1, et ça doit contenir zn, bien sûr, et zn plus 1, mais z à la puissance n, c'est la même chose que 1, parce que z est racine n de l'unité. Donc je ne vais pas réécrire z à la puissance n. Zn, c'est celui-là. Z à la puissance n plus 1, c'est z. Z à la puissance n plus 2, c'est z2. Voilà, donc les puissances positives de z sont celles-là, elles sont en nombre n. Mais maintenant, ça doit contenir aussi 1 sur z et les puissances de 1 sur z. Mais je vois que 1 sur z, c'est z à la puissance n-1, parce que z fois z à la puissance n-1, c'est zn. Et c'est 1. Donc 1 sur z, c'est z à la puissance n-1. Donc c'est déjà écrit, 1 sur z. 1 sur z2, c'est z à la puissance n-2. Je ne vais pas les réécrire. Donc la liste de toutes les puissances de z et de 1 sur z sont déjà écrites. Ce sont ces nombres entre 1, z, jusqu'à z à la puissance n-1. Ils sont en nombre n. C'est le sous-groupe engendré par z. Il a n éléments. Donc l'ordre de z, c'est n. Et l'ordre de z est fini. Cette propriété, je dirais, elle est vraie non pas seulement dans C étoile. C'est vrai dans n'importe quel groupe.
si je prends un élément de ce groupe-là, un élément A de ce groupe, alors dire qu'il est d'ordre fini, ça revient à dire qu'elle a une certaine puissance n positive, strictement, ça donne 1. Le même argument peut être répété dans n'importe quel groupe multiplicatif. Un autre exemple, on considère U6. U6, c'est la racine sixième de l'unité. Donc les ordres possibles d'un élément de U6 sont 1, 2, 3 ou 6. Voyons, donne-nous les éléments de U6. Donc U6, les racines sixièmes de l'unité, il y a 1, il y a exponentielle 2 pi sur 6, exponentielle 4 pi sur 6, moins 1, et puis exponentielle moins 2 pi sur 6, exponentielle moins 4 pi sur 6. Sur le cercle unitaire, elles sont positionnées comme ça c'est 1, et puis j'ai exponentielle 2 pi sur 6, c'est quelque part là, donc ça fait un angle de 60 degrés ici. Et puis j'ajoute à chaque fois pi sur 6, je tombe sur les autres. Voilà. Quels sont les ordres possibles de ces éléments? Donc, le sous-groupe engendré par 1, il contient 1, tout simplement, seulement. Et son ordre est 1. Donc l'ordre de 1, de l'élément 1, c'est égal à 1. Parce que le groupe engendré par 1 ne contient qu'un élément. Et ça, c'est un fait général aussi dans n'importe quel groupe. L'ordre d'un élément est 1, c'est seulement si l'élément est l'élément neutre, en fait. Le sous-groupe engendré par moins 1. Donc, que faut-il ajouter à moins 1 pour avoir un groupe? On doit prendre moins 1, bien sûr, on doit ajouter 1, et là, j'ai un sous-groupe, en fait. Le produit de deux de ces éléments, c'est encore un élément parmi ces éléments, et l'inverse d'un élément, l'inverse de moins 1, c'est moins 1, l'inverse de 1, c'est 1, et donc voilà, ça, c'est un sous-groupe de U6. C'est le sous-groupe engendré par moins 1, il a deux éléments, donc l'ordre de moins 1, c'est égal à 2. Si je prends exponentielle 2 pi sur 6, le groupe engendré par exponentielle 2 pi sur 1, faut changer de notation ici. Le groupe engendré par exponentielle 2 pi sur 6, ce que ça doit contenir bien sûr 1. En sous-groupe, on contient toujours l'élément neutre. Ça doit contenir exponentielle 2 pi sur 6. Maintenant, il faut ajouter les puissances de exponentielle 2 pi sur 6. Donc, je dois ajouter exponentielle 4 pi sur 6, qui est exponentielle 2 pi sur 6 au carré. Maintenant, exponentielle 2 pi sur 6 au cube. Donc, exponentielle 6 pi sur 6. Exponentielle 6 pi sur 6, c'est exponentielle pi, c'est moins 1. Et maintenant, exponentielle 2 pi sur 6 à la puissance 4, c'est ce point-là sur le cercle. Donc, c'est exponentielle 8 pi sur 6, qui est la même chose que moins exponentielle 2 pi sur 6. Et exponentielle 2 pi sur 6 à la puissance 5, c'est celui-là. Donc, exponentielle 10 pi sur 6, qui est en fait la même chose que moins exponentielle 4 pi sur 6. Voilà, donc le groupe engendré par exponentielle 2 pi sur 6 contient tous les éléments, ça contient 6 éléments. Ça veut dire exponentielle 2 pi sur 6 est générateur du groupe U6. C'est un élément générateur parce que la liste de ses puissances, ça donne tout le groupe. Et donc l'ordre ici est égal à 6. Pareil pour exponentielle moins 2 pi sur 6. Si vous écrivez la liste de ses puissances, vous aurez un sous-groupe qui a 6 éléments. Et puis, restent les deux autres. En fait, les deux autres sont exponentielle 2 pi sur 3, exponentielle moins 2 pi sur 3. Donc ce sont les racines cubiques de l'unité, autre qu'un. Celle-là, on l'appelle J. Donc exponentielle 4 pi sur 3, c'est J. Exponentielle moins 4 pi sur 3, c'est J2. Donc J2, c'est ici. Et voilà, le sous-groupe engendré par J, voilà, ça contient un J et J2. C'est un sous-groupe qui a 3 éléments. Donc l'ordre de J égale 3, et pareil pour l'ordre de J2. Et c'est aussi une chose générale. L'ordre d'un élément d'un groupe divise toujours l'ordre du groupe. Donc le groupe U6 a 6 éléments. Donc les ordres possibles pour les éléments de U6 sont les diviseurs de 6. Il y en a que 1, 2, 3 ou 6. Donc l'ordre d'un élément de U6 ne peut pas être égal à 5, parce que 5 ne divise pas 6. Et ça vient du fait du théorème de Lagrange, qui dit que l'ordre d'un sous-groupe divise toujours l'ordre du groupe. Ce sera démontré dans une vidéo plus tard. Et c'est la remarque qui est écrite ici. Dans un groupe fini, l'ordre d'un élément divise toujours l'ordre du groupe. L'autre remarque, l'ordre d'un élément A, lorsque c'est fini, est le premier entier naturel non nul, tel que A à la puissance 7 entier donne 1. Donc pour trouver l'ordre de A, vous trouvez en fait le sous-groupe engendré par A, vous dites que ça contient 1, ça contient A, et ça doit contenir les puissances de A. Vous écrivez A2, A3, A4, etc.
Et si vous retombez sur 1 à l'entier n, vous n'allez pas réécrire an. Donc an sera égal à 1. C'est déjà écrit. A à la puissance n plus 1 serait égal à A. Et A à la puissance moins 1 serait égal à A à la puissance n moins 1. Donc, en tout et pour tout ça, sera un groupe. Il contient A. Il est le plus petit parmi les groupes qui contiennent A. Donc, c'est le groupe engendré par A. Et il a n éléments. On peut le vérifier aussi. Parce que si deux éléments sont égaux ici, parce que si A2, par exemple, égale à A5, en multipliant par A à la puissance moins 2 des deux côtés, j'aurai A3 égale 1. Donc j'aurais dû m'arrêter à 3 et non pas continuer à n. Donc les éléments de ce sous-groupe sont deux A2 distincts, il a n éléments. Donc en effet, le groupe engendré par A a n éléments si n est la première puissance strictement positive de A qui donne 1. Définition, un groupe est dit monogène s'il est engendré par un élément. Si je peux trouver un élément de ce groupe qui engendre le groupe, je dis que mon groupe est monogène. Et il est dit cyclique s'il est monogène et fini en même temps. Voyons quelques exemples. Z est monogène. Donc ici, je comprends bien sûr Z avec plus. Pourquoi Z est monogène? Je dis que c'est le groupe engendré par 1. Le groupe engendré par 1 dans Z, ça contient 0, parce que c'est un groupe engendré, ça contient toujours l'élément neutre. Ça contient 1. Mais si ça contient 1, ça doit contenir 1 plus 1 qui est 2, ça doit contenir 2 plus 1 qui est 3, ça doit contenir 3 plus 1 qui est 4. Donc ça doit contenir tous les multiples de 1. Ça doit contenir leurs opposés aussi. Parce que tout élément dans ce sous-groupe est symétrisable. Donc ça doit contenir moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc le groupe engendré par 1, c'est Z tout entier. Et voilà, j'ai pu trouver un élément de Z, tel que le groupe engendré par cet élément est le groupe tout entier. Donc je dis que Z est monogène. Il n'est pas cyclique, bien sûr, parce qu'il n'est pas fini. Je peux dire c'est aussi le groupe engendré par moins 1. Le groupe engendré par moins 1, c'est aussi égal à Z tout entier. Ce sont les seuls éléments de Z qui engendrent Z tout entier, parce que le groupe engendré par n'importe quel autre élément, c'est l'ensemble des multiples de cet élément. Donc tout élément autre que 1 et moins 1 n'a pas tous les autres entiers comme multiples. Si je prends Z croix Z, donc Z croix Z avec la loi plus, qui est la somme terme à terme, donc un élément A, B plus C, D, par définition c'est A plus B, C plus D. Et ici, j'attire l'attention à ce que ce plus-là, c'est le plus de Z croix Z qu'on est en train de définir, alors que ce plus-là, c'est la somme d'entiers. Est-ce que Z croix Z avec la loi plus est monogène? Voyons, qu'en pensez-vous? Donc, je peux essayer, par exemple, voir si 1, 1 engendre le groupe. Donc, c'est quoi le groupe engendré par 1, 1? Donc, ça doit contenir 1, 1, 1, 1 plus 1, 1 qui est 2, 2, ça doit contenir 3, 3, ainsi de suite. Ça doit contenir 0, 0. Ça doit contenir moins 1, moins 1. Ça doit contenir tous les n fois 1, 1. On sait pas tout le groupe, parce que ça ne contient pas, par exemple, l'élément 3, 4, ou 5, 6. Ce sera pareil pour tout autre élément. Parce que même si je prends à la place de 1, de ces 1, je prends moins 1, aussi ce sera pareil. Donc j'aurai les multiples de 1 moins 1, donc les points de la forme A moins A. De toute façon, le groupe engendré par l'un de ces éléments plus ou moins 1, plus ou moins 1, ce sera soit les éléments de la forme n lorsque n parcourt z, ou les éléments de la forme n moins n lorsque n parcourt z. Mais si j'essaie d'autres éléments, donc si je prends un élément de la forme AB avec A différent de plus ou moins 1 ou B différent de plus ou moins 1, ce sera pas mieux. Parce que le groupe engendré par AB, ce sera les éléments de la forme NA, NB avec n dans z. Donc si A est différent de plus ou moins 1, ce NA ne peut pas être égal à 1. Donc le groupe ne contient pas, par exemple, 1, 1. Pareil si B est différent de plus ou moins 1. Donc de toute façon, pour n'importe quel AB que je peux considérer, le groupe engendré par AB n'est pas égal à Z croix Z, et je peux dire que Z croix Z n'est pas monogène. Je prends Z sur 7Z sans le 0. Et je comprends là que la loi là-dessus, c'est la multiplication modulo 7. Donc est-ce que ce groupe est cyclique? Il y a un théorème qui dit que le groupe multiplicatif d'un corps fini est toujours cyclique. Donc c'est une chose que j'ai faite dans une des vidéos. Je vous laisse le lien dans la description. Mais essayons de le faire directement. Donc, je dois trouver un élément parmi ces éléments-là qui engendre tout le groupe. Je commence par l'élément 1, bien sûr, le groupe engendré par 1, c'est singleton 1, c'est toujours comme ça. Le groupe engendré par 2, donc si je regarde les puissances de 2, donc ça doit contenir 1, 2, 2 au carré c'est 4, 2 au cube c'est 8, mais 8 c'est égal à 1, donc je m'arrête là.
le groupe engendré par 2, c'est celui-là, il contient 3 éléments. Mais si j'essaie le groupe engendré par 3, donc ça doit contenir bien sûr 1, ça doit contenir 3, mais ça contient 3 au carré. 3 au carré modulo 7, c'est 2. Maintenant 3 au cube, c'est 2 fois 3, c'est 6. Quand je multiplie encore une fois par 3, donc 6 fois 3, c'est 18 modulo 7, c'est 4. Je multiplie encore une fois par 3, ça donne 12 qui est 5 modulo 7. Et quand je multiplie 5 fois 3, bien sûr, ça doit donner 1. 5 fois 3, c'est 15, modulo 7, c'est 1. Parce que 14 égale 0 modulo 7. Et voilà, le groupe engendré par 3, c'est le groupe tout entier. Je peux dire que le groupe est monogène, et comme il est fini, alors il est cyclique. Donc le groupe multiplicatif de z sur 7z est cyclique. U4, donc U4 c'est les racines quatrièmes de l'unité, donc on a 1, I, moins 1 et moins I. Le sous-groupe engendré par 1, c'est bien sûr singleton 1. Le sous-groupe engendré par moins 1, ça contient 1 et moins 1, donc c'est pas le groupe tout entier, mais si je prends le sous-groupe engendré par I, par exemple, donc ça doit contenir les puissances de I, donc I, I2 qui est moins 1, I3 qui est moins I, et I4 qui est 1. Et voilà. Le groupe engendré par I, c'est le groupe U4 tout entier, et je peux dire que U4 est un groupe cyclique. Il est monogène et fini. En fait, U4, ici, est muni de la multiplication. On comprend ça par défaut, c'est la structure classique là-dessus. U4 avec la multiplication, en général UN avec la multiplication, et isomorphe à Z sur NZ avec plus. Et Z sur NZ avec plus, c'est un groupe fini et monogène, donc cyclique, toujours engendré par 1, ou la classe de 1.